antillais, hein, ou même guyanais, assez atones avec peu de choses à sortir, et des toutes petites entreprises innovantes mais qui ne sortaient pas. Et le sentiment qu'on a chez BPI France, c'est quand je dis BPI France pour élargir un peu à mes collègues, c'est qu'aujourd'hui on a un écosystème qui est vraiment en train de se mettre en place, pour ne pas dire en place. Hein, on a des gens comme Kenny qui se sont beaucoup impliqués depuis des années. Non, mais je le dis parce qu'il est médaillé depuis hier. Le ministre des Outre-mer lui a remis une médaille hier soir. En fin d'année, je crois qu'il a eu quelque chose encore. Tu as eu un truc encore en fin d'année. C'est pas mal le sujet, c'est pas mal le sujet. Non, parce que moi, maintenant, je les additionne. Mais on sent depuis quelques mois, pour répondre à votre question, qu'on a un écosystème, comme on dit, qui est vraiment en train de se structurer. Enfin, moi, je suis très heureux de voir ça. On a un village BAICA qui fonctionne bien, avec une dynamique forte, un crédit agricole qui est derrière, qui finance. On a plusieurs banquiers qui s'intéressent de près à l'innovation. Ça va être la BNP, la BRED par exemple. Enfin, quasiment presque toutes les banques mettent un chargé d'affaires dédié au financement des entreprises innovantes. Ce qui n'est pas le cas partout en métropole, et c'est plutôt c'est récent, mais ça se met en place. On a l'incubateur, on a plusieurs incubateurs qui se sont mis en place aussi. Donc moi je sens vraiment un écosystème qui se structure. Quelques startups qui commencent à sortir. On a deux lauréats au FT 120 cette année, le French Tech 120. On a 2 lauréats, donc Tutila et puis Malditech. Donc c'est des boîtes qui ne seraient pas sorties il y a 4 ou 5 ans, et là on en a déjà 2. Statistiquement c'est pas mal. Et maintenant, maintenant que c'est bien parti, je pense qu'on est à un virage, le virage de l'accélération, où il faut que les startups antillaises comprennent l'intérêt de se préparer, de se former, de se muscler pour attirer les investisseurs, parce qu'il faut se préparer pour les... On n'attire pas les investisseurs avec une feuille Excel en disant venez me voir, je suis à impact et je suis le plus beau. Il faut vraiment le prouver, donc il faut vraiment travailler sur son projet. Et là, je sens qu'on est vraiment à ce stade-là, et si on a des startups et on en a quelques-unes qui sont en train d'émerger, je pense qu'on peut avoir de belles histoires. Il faut qu'on ait des belles histoires, il faut que les investisseurs suivent les quelques belles startups qu'on a pour que ça donne des modèles aux jeunes qui sont derrière, pour se dire, bah tiens, Malditech a levé, tiens, Tutila a levé, tiens, Yuré est en train de lever, et pourquoi pas moi, quoi. Et côté investisseur, ça permet de dire aussi, bah, les Antilles, c'est pas qu'un truc où il y a du danger, il y a de la fraude, il se passe très peu de choses. C'est de se dire, bah, les Antilles, c'est là, Malditech vient de là, Tutila vient de là, Yuré vient de là, il y a des choses à faire ici, quoi. Alors j'aime beaucoup votre réponse parce que je vais me présenter. Donc je suis Diana Rousseau, je suis élue de la ville de Bémao, donc je suis membre de Cap Excellence et je participe à des travaux du CODEV. Et quand je vous entends parler alors que vous venez d'arriver, je suis sensible à la présentation que vous avez faite, les informations que vous avez communiquées, parce que j'ai l'impression, et j'espère que le temps me donnera raison, j'ai l'impression que vous êtes très engagé dans ce que vous faites et que vous avez l'intention de vous engager sur ce territoire, et je vous en remercie. Voilà. Merci beaucoup. La prise de parole derrière. Monsieur le directeur, je m'adresse à vous. Vous qui êtes directeur du Fonds panafricain, c'est ça? Oui, vous avez parlé d'un investissement. Bonsoir. Vous avez parlé d'un Rapproche le micro. Vous avez parlé d'une prise de situation sur la Barbade. Ce qui a motivé votre choix et cet arbitrage, est-ce qu'il est législatif ou fiscal? Qu'est-ce qui a fait que vous avez commencé par la Barbade pour attaquer la Caraïbe? Ni l'un ni l'autre. En fait, le moteur principal, c'est que l'un des associés de notre fonds vient des Barbades. Il s'est perdu pendant de nombreuses années en Afrique. Donc quand vous êtes les Barbades, vous parlez des Barbudes ou de la Barbade? La Barbade. D'accord. Il vient de la Barbade, il s'est perdu pendant de nombreuses années, donc il est plus africain aujourd'hui qu'autre chose. Mais donc c'est le moteur principal. Maintenant, évidemment, il y a aussi une logique pour nous qui est capitalistique, et économique et financière, de se dire qu'en réalité, il y a énormément de choses qui ont été faites à la Barbade au niveau législatif pour attirer des investisseurs et faciliter le développement de projets. Il faut savoir qu'aujourd'hui, typiquement à la Barbade, on peut créer une entreprise en 24 heures, ce qui est probablement pas le cas ici.
Une fois qu'on a dit ça, il y a aussi eu des logiques de partenariat gouvernementaux avec le pays qui est le plus avancé aujourd'hui sur les aspects technologiques en Afrique, qui est le Nigeria. Donc avec des accords qui font qu'aujourd'hui, les Nigériens en tout cas peuvent aller à la Barbade sans visa et faciliter aussi le déploiement de leurs projets de start-up. Donc on a, nous, notamment dans notre portefeuille, beaucoup, en tout cas de plus en plus de start-up qui, pour leur expansion internationale, vont ouvrir des bureaux à la Barbade et qui leur sert en fait de hub derrière pour couvrir notamment les Amériques et les Antilles. Donc voilà un petit peu la logique. D'accord, merci. Monsieur le directeur de la BPI, ma deuxième question. Souvent, on parle d'investissement, les Guadeloupéens peuvent investir, il y a des projets intéressants, ok. Mais la grosse difficulté que rencontrent les jeunes, en tout cas porteurs de projets, c'est les fonds de départ. Parce qu'ils n'en ont pas, en fait, le plus souvent. Quels sont les leviers qui sont à leur disposition et les taux d'intérêt qu'ils vont devoir assumer en cas d'accompagnement de la BPI, notamment? Alors tout d'abord, l'apport, c'est le sujet important, mais c'est quasiment un point de passage obligé, hein, puisque tout banquier, tout investisseur, BPI France, je me mets dans le lot aussi, on regarde aussi l'implication du dirigeant, l'implication du créateur d'entreprise, et quelqu'un qui amènerait 2000 euros en essayant de lever 200 000 ou 500 000 euros, s'il décide d'arrêter au bout de 6 mois parce qu'il en a marre et qu'il veut faire autre chose, ou parce que son projet ne marche pas, il arrête, il aura perdu au pire 2000 euros si ce n'est pas pris de salaire. Et puis nous, les investisseurs ou les banquiers, on aura perdu tout le reste. Donc dans un projet, on va regarder le projet évidemment, mais on regarde aussi beaucoup le porteur du projet et même l'équipe dirigeante. Et après on regarde leur implication. Et moi, je vois des gens, des entrepreneurs, des créateurs qui vendent leur appartement, qui vendent leur voiture pour créer, pour rapporter 10 000, 20 000, 30 000 de plus pour investir dans leur projet. Donc on va être tenté de se dire, voilà, ce gars-là, il a vendu son appartement, ses parents lui ont fait une donation anticipée, il réussit, il a 22 ans, il réussit à mobiliser plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors on va être naturellement plus tenté de suivre cette personne-là que quelqu'un qui me dit, moi j'ai rien, j'amène 500 euros de ma force de travail et puis c'est tout. Donc il y a ce côté implication, investissement qui est important pour nous, et puis ça améliore aussi la faisabilité. Alors après, pour répondre à votre question, parce qu'on sait bien que sur des projets significatifs, l'apport ne résout pas tout. Après, il faut, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un travail d'ingénierie financière à faire pour aller chercher l'argent là où il est. Donc il faut passer à l'étape BPI France. La région Guadeloupe, par exemple, peut faire des aides, des avances remboursables de montants assez importants. En allant toper à la porte, suivant l'âge de la préfecture, vous avez des aides. Si vous avez moins de 30 ans, vous pouvez encore récupérer 6 000 euros. Vous avez aussi tout un tas de réseaux d'accompagnement à la création d'entreprises qui se développent et qui s'installent. Et c'est pour ça que je suis optimiste. On a encore France Active qui s'installe là ces semaines-ci. Et ces réseaux-là peuvent faire des prêts d'honneur, donc des prêts d'honneur aux dirigeants qui viennent quelque part à augmenter son niveau de fonds propres. Donc je pense qu'il ne faut pas se cacher derrière le niveau de fonds propres en disant le pauvre jeune, il n'a pas d'argent, il faut l'aider. Le jeune, il doit aussi prendre son bâton de pèlerin et aller faire le tour parce que globalement, il y a quand même de l'argent à récupérer pour présenter un projet solide, quoi. Merci. C'est un peu le but du salon à côté, parce qu'ils sont tous là. Hein. On a Réseau Entreprendre, on a l'ADI, on a France Active, comme tu l'as dit, et qui sont en charge aussi d'être sur cet amorçage, mais surtout sur des projets à impact. Je vais passer la parole à Arnaud, hein, qui parlait d'ingénierie financière. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? L'ingénierie financière, on vient un peu d'en parler. C'est-à-dire que, financer un projet, c'est j'ai pas envie de dire que c'est le parcours du combattant, c'est le parcours du combattant quand on ne sait pas comment s'y prendre. Je ne connais pas suffisamment le territoire pour savoir comment sont structurées justement la structure d'accompagnement à la création d'entreprise. Je pense que quand on est un primo-entrepreneur, il faut se faire accompagner parce qu'il y a des personnes qui savent très bien, en fonction des étapes de la vie des entreprises, qui allait solliciter pour se financer. Je vous rejoins parfaitement. Par contre, sur l'amorçage, c'est la responsabilité du chef d'entreprise de prendre son risque entrepreneurial.
Un risque entrepreneurial, ça peut se prendre quand on est salarié d'une société, qu'on a une idée de création d'entreprise. Je ne devrais peut-être pas le dire, mais si, parce qu'en fait, c'est une de ses fonctions aussi. Pôle emploi peut être un contributeur financier de la création des entreprises quand on met à profit des indemnités Pôle emploi pour créer sa société. C'est une manière d'autofinancer le démarrage, l'amorçage de son entreprise. C'est mettre à contribution son entourage. Alors on fait des anglicismes dans le capital investissement, dans le financement d'entreprise, c'est la love money, c'est la famille qui peut contribuer, vous l'avez bien dit. Je vous rejoins aussi quand, moi en tant qu'investisseur, quand un porteur de projet, dirigeant d'entreprise vient me voir, quand j'ai besoin d'argent, ok c'est mon rôle, mais je ne peux pas tout financer. Et en tant que chef d'entreprise ou dirigeant d'entreprise, porteur de projet, il faut savoir quelles sont les logiques de chaque interlocuteur financier qu'on a en face de soi. Un banquier ne financera pas du risque parce qu'il ne sait pas faire, c'est pas son métier. Il pourra le faire un peu s'il a des garanties apportées par un dirigeant d'entreprise ou par un BPI qui peut garantir toute ou partie. Mais un banquier, ce qu'il aime bien faire, ce qu'il sait faire, alors je parle sous le contrôle du Crédit Agricole qui est dans la salle, un banquier aime bien financer des entreprises qui ont une capacité à rembourser de la dette. C'est pas forcément vrai au moment où on se crée. Ou alors qui aime bien financer des entreprises qui peuvent apporter, comme j'ai dit, des garanties. Un investisseur en capital, et on représente des investisseurs en capital aujourd'hui, vont financer le risque. Donc ce que ne va pas financer un banquier. Et les investisseurs en capital ont cette capacité aussi, par des opérations d'augmentation des fonds propres, à faire des effets leviers sur d'autres dispositifs et des dispositifs d'aide publique que vous avez cités. Donc l'ingénierie financière, c'est ça. C'est comprendre qui fait quoi dans la chaîne du financement. C'est savoir quand les mobiliser et comment chaîner tout ça pour finalement lancer la création, du primo-développement et du développement. C'est ce que je mets derrière le terme d'ingénierie financière. Donc c'est vraiment comprendre quand on est porteur de projet, qui aller voir pour financer quoi, à quel moment. Question? Une question de fond, c'est ça? Je peux avoir une question là-bas. C'est madame? Non, c'est moi qui n'ai pas vu. Je donne la parole à Fabrice maintenant. Je suis porteur de projet et je viens taper à ta porte. Comment ça fonctionne? Bon, déjà, je vous dis bonjour, bienvenue. En fait, ce qui est important pour nous, c'est que notre grille d'analyse, elle se porte sur 4 axes essentiels, mais vraiment indispensables, et dans l'ordre que je vais citer. Un, c'est l'équipe pour le projet, c'est essentiel. Moi, je dis toujours, on préfère investir dans un projet moyen avec une top équipe qu'investir dans un top projet avec une équipe moyenne. Parce qu'au tout début de la vie de l'entreprise, le projet il va évoluer. De toute façon, il va évoluer. C'est une certitude. C'est la seule chose qui est sûre, c'est que le projet il va évoluer. Tout le reste, on n'a aucune certitude, mais ça en tout cas, ça va évoluer. Donc si on évolue avec une top équipe, c'est magnifique. Alors, une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce que c'est une top équipe? Je pense que ça fait un autre débat, un autre sujet de débat qui peut être très long. Mais une des choses très importantes, c'est l'adéquation de la personne ou de l'équipe avec le problème qu'elle cherche à résoudre. Ça, c'est fondamental. Peu importe les études, peu importe ce genre de choses-là, mais c'est vraiment l'adéquation de la personne avec le problème qu'elle cherche à résoudre qui est très important. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'équipe. Deuxième chose, et ça c'est spécifique au business model d'un venture capital, il faut qu'on ait un très grand marché. Il faut qu'il y ait vraiment un large marché adressable, parce que, compte tenu de notre business model, on peut dire qu'il soit bon ou moins bon, on est un des rares métiers où, quand on fait bien notre travail, la majorité du temps, on a tort. Okay. Notre boulot, il apprend une certaine forme d'humilité, c'est qu'on se trompe entre 6 et 8 fois sur 10. Et malgré ça, on arrive à faire du bon boulot. Mais on se trompe parce qu'on prend des risques très tôt. Et donc, du coup, on doit être sur des très grands marchés pour que quand on ne se trompe pas, le retour sur investissement soit très important. Donc ça, c'est une deuxième chose qui est fondamentale pour nous, c'est d'être sur des très grands marchés. Le troisième point, c'est le produit ou le service que vous offrez. C'est ça qu'on regarde, vous avez remarqué, c'est pas en premier que je l'ai dit, c'est en troisième, en tout cas chez nous. Parce que, comme j'ai dit, ça va évoluer.
Il est très rare qu'on nous propose des choses qu'on n'a pas déjà vues ailleurs. Okay. Sincèrement, je dis toujours, si c'est la première fois qu'on parle d'un sujet, ou la première fois que j'en ai entendu, j'ai plus tendance à m'en méfier qu'en être émerveillé. Alors parfois j'ai tort, mais ce qui démontre que ce qui est très important, c'est l'exécution et l'équipe plus que l'idée. Donc n'ayez jamais peur de partager vos idées, sincèrement. C'est comme ça que vous avez le maximum de feedback, le maximum de retours, et que vous pouvez ajuster les choses. C'est fondamental. Et le dernier point dans la grille d'analyse, c'est ce qu'on appellerait le marché et la façon, et le go-to-market, donc la façon dont vous allez chercher vos clients. Et ça dépend, c'est fortement lié à l'équipe et à l'adéquation de l'équipe aux problèmes qu'elle cherche à résoudre, parce que c'est très important pour vous, pour vous et pour nous du coup, de connaître vos clients. C'est essentiel. Quelqu'un qui vient me proposer un projet et qui n'a jamais été parlé à un client potentiel, la probabilité qu'on investisse chez lui est plus que faible. Donc voilà, c'est un peu la grille d'analyse que l'on a quand on nous présente un projet de façon générale. Vera, vis-à-vis du fonds que tu gères, le fonds d'impact, quelle est toi ta grille d'analyse? Est-ce qu'on est sur la même que Fabrice ou on est sur une qui est différente? Exactly the same. And I just want to say that all of us here, that the investors that are here, is because we believe that there is something to be found in the NTS. Donc sa grille de lecture est exactement la même que celle de Fabrice, elle est complètement d'accord dessus. Et la première chose qu'elle veut dire, c'est que... On est là, parce que on croit qu'il y a quelque chose ici. Oui, c'est ça. Mais tu parles français, c'est bon. Oui, tu parles français, là, on te comprend. In the sense that our job is to find the pearl rare, the rare pearl. Son travail de trouver la perle rare. It's to search everywhere to find the company that we believe is going to be the next Uber. Donc son but, c'est de chercher partout la prochaine compagnie qui sera peut-être le Uber de demain. So if everyone's looking in Paris, right? My job is not to look in Paris in the same neighborhood. It's to figure out where can I go that I can find that founder that no one knows yet, that's building something quietly in the shadows, but focused 100% on building that business. Donc pendant que tout le monde cherche à Paris, elle préfère venir ici et trouver le fondateur, le créateur d'entreprise qui va faire quelque chose d'unique, qui va faire la différence de demain. But it has to have those criteria that we talked about earlier, right? It has to be something that we believe can scale and grow into a big business. Et donc c'est quelque chose comme les collègues ont dit tout à l'heure, auquel il faut d'abord qu'elle y croit énormément, et que ce soit sur un marché qui soit duplicable et à grande échelle. And it could be a business you could do $10 million a year, and that still may not be something that is backable to be a venture backable business, just to be very clear. Donc même si vous faites 10 millions, ce n'est pas suffisant si ce n'est pas un business qui peut passer en grande échelle. So that's our entire job, right? Is that you understand when we meet you, when we work with, we're here talking to entrepreneurs, that you understand all of these things we talked about, your market, your TAM. I think I spoke to someone earlier and I asked them, what's your TAM? What is your total addressable market? If you don't even know that to start with, it's really hard to continue to have a conversation with you. Donc la chose la plus importante pour elle, c'est quel est le thème, quel est le marché sur lequel vous allez. Si le marché n'est pas suffisamment grand, ce n'est pas important. Mais si vous faites 10 millions, ce n'est pas important si ça ne passe pas à l'échelle supérieure. And just one other thing I wanted to talk about, just to mention, is that we talked about this kind of early love money. And we also understand a lot of times founders don't come with an apartment to sell, right? Donc on a parlé tout à l'heure de love money, donc l'argent des proches. Elle est consciente que certaines fois qu'on est entrepreneur, on ne peut pas toujours venir avec un appartement à vendre. But there are people that are called angel investors. Et il y a pour ça des gens qu'on appelle des business angels. That are ready to finance the project when we speak to entrepreneurs and we believe that all of that criteria we talked about early, that they have something in them, that there's something in the project, something in the team that we believe is going to be the next big thing. Et c'est pour ça qu'il y a des business angels qui, une fois convaincus par vous, par votre équipe, par les personnes qui sont derrière le projet, sont prêts, eux, à investir pour vous cet argent, cette love money que vous n'avez pas encore. But you need to search for that. Vous avez besoin de les chercher. And they're everywhere.
Tout le monde. They're like your rich uncles, right? On n'a pas tous un oncle riche. So there are people that are interested in this space, and so I think it's just super important to understand, as we talked about earlier, what are the various levels that you can go to find money, be that business angels, crowdfunding websites, venture capital, BPE, all of these other sources. There's a range of things, but you have to, first of all, understand what those are and search for that money. Et donc la première chose à faire, bien évidemment, c'est que l'argent soit par le BPI, par du crowdfunding, par la famille, mais il faut le trouver. And accelerators. So this is the last thing I would say. It's just the last part is that we're here, hosted by Credit Agricole and French Tech and all the other accelerators that exist. Those programs are meant to help to accelerate your growth and to help you kind of understand these early codes of what it means to be a venture backable business. Et donc toutes ces sociétés, vous êtes très tôt à comprendre comment devenir un business qui va être rentable et comprendre les codes et les critères qui vont faire la différence. Merci. Donc tu es venu chercher le prochain Uber ici, hein? C'est bien ça que j'ai retenu. I'm here. J'espère qu'il est dans la salle aujourd'hui. Hein? Il est là? Il est où? Mais du coup, j'aimerais bien rajouter un point important justement sur cette notion de prochain Uber. Je pense que la chance que vous avez en territoire insulaire, c'est que très rapidement, vous dépensez en dehors des territoires. Okay? Et ça, je pense que c'est une chance que certains acteurs de la métropole se disent, bon, ben, okay, on va couvrir Paris, enfin on va couvrir la France, et on verra. Je pense que très rapidement, en fait, en territoire insulaire, vous dépensez à l'international, vous dépensez ailleurs, au-delà. Donc je pense que c'est une chance, et donc il faut capitaliser là-dessus. Là, j'ai fini. Ah, il y avait des questions. J'ai vu trois doigts se lever, il n'y a plus personne. C'était pour dire que c'était les futurs Uber. Pardon? C'était pour dire que c'était les futurs Uber. Ah d'accord, ok. Ah d'accord, c'était pour acquiescer, désolé. Ah c'est... Il faut poser des questions, il faut... Alors une question, personne ne prend la parole. Michel Trichet nous a rejoint. Il nous a fait une joie avec son portable. Il va venir nous faire son retour en tant que Crédit Agricole, mais surtout Village BAICA. Et au vu de ce que tu viens d'entendre hein, sur capital propre, investissement, comment faire ces startups avancer, comment tu fonctionnes avec le Village BAICA? Oui, alors moi je suis côté, j'ai plusieurs casquettes. Moi je suis côté banque d'abord. Un point important nous, pour la banque, on a parlé des garanties tout à l'heure, mais c'est pas le point majeur. Je dirais le point le plus important pour nous, c'est d'abord le porteur de projet. Donc la capacité du porteur de projet déjà à énoncer le projet, à le définir, à expliquer ce qu'il veut faire, à pouvoir être challengé aussi. Il faut pas hésiter quand on est face au banquier à savoir qu'on va se faire un peu secouer. Puis je dirais que si on ne se fait pas challenger par le banquier, il y a un sujet, quoi. Soit on a été trop clair, soit ça ne va pas le faire et rapidement on va se dire mais pourquoi il ne me répond pas, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc il faut vraiment préparer l'entretien avec le banquier et même si les questions ne sont pas posées par le banquier quand vous avez l'entretien, il faut aller les chercher ou les identifier et puis les pousser. Le premier point, donc le porteur de projet, un projet clairement défini. C'est sûr que c'est mieux quand on est un professionnel du secteur, c'est-à-dire qu'on a déjà vécu dans ce secteur-là parce que c'est plus simple et plus explicite, mais c'est pas définitif et c'est pas exclusif, mais attention sur ces points-là. Et puis le deuxième point important côté banque aussi, c'est les rentabilités, parce que si vous demandez un crédit, évidemment il va falloir montrer que vous allez pouvoir avoir la capacité de le rembourser. Ce qui veut dire là aussi que ce qui était présenté tout à l'heure, c'est pas au début qu'on va demander un crédit en fait. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va lever des fonds, on va amener de l'argent de la famille, on va avoir un peu d'argent par soi-même, on va aller chercher des subventions, on va aller chercher des aides. Ce qu'on voit d'ailleurs sur les startups, les startups qui sont au Village BAICA, dans un premier temps, c'est pas le crédit le sujet. Le sujet, c'est d'avoir constitué cet ensemble de fonds propres ou quasi-fonds propres, si on parle dans le domaine de l'analyse financière,
qui va permettre de payer en fait tous les frais de recherche, les frais de développement, tous ces frais-là en fait, qui n'ont pas un retour sur investissement immédiat et donc qui n'ont pas une capacité de remboursement. Et puis ensuite, quand vous allez faire grandir votre entreprise, tout étant relatif par ailleurs, hein, je veux dire, je ne parle pas d'une boîte qui va faire 10 millions de chiffre d'affaires, hein. C'est vrai aussi pour une structure qui va faire peut-être 50 000 euros de chiffre d'affaires au début. Mais ensuite, vous allez générer des revenus, et ces revenus-là vous permettent de lever un bout de dette. Alors ça va peut-être du crédit, ça va peut-être du crédit bail, parce qu'il y a aussi les solutions de location. Vous allez pouvoir peut-être faire de la défiscalisation aussi en local. Vous savez que c'est très utilisé sur les matériels. Et donc commencer là à passer sur une phase plus industrielle, parce que vous aurez les actifs, en fait, les assets qui vont vous permettre d'aller plus loin. Et puis progressivement, là, vous allez constituer vos fonds propres, vous allez avoir des quasi-fonds propres, vous allez mettre un peu de dette, et puis après, derrière, vous pourrez lever toutes les solutions un peu plus complexes qui pourront vous accompagner, en sachant que derrière, nous, on a travaillé pour l'ensemble des partenariats au niveau de l'existant, hein, donc tous les partenaires que vous voyez autour de la table aujourd'hui, au niveau du village, et puis aussi tout un ensemble de garanties qui font aussi que si je n'ai pas d'actifs en face, si je n'ai pas de famille qui m'accompagne, si je n'ai pas de caution ou autre, je peux avoir des solutions style BPI, style Siagi, style France Active et compagnie, qui vont permettre d'assurer une quote-part de garantie aux banquiers sur une partie qui peut être la plus risquée. Donc, soyez pas bloqués sur ces points-là, ayez une bonne analyse sur le sujet, une bonne présentation. Faites-vous challenger, préparez-vous sur le sujet, préparez-vous en famille, préparez-vous avec vos amis, et puis voyez si votre présentation tient la route et s'il n'y a pas de point particulier. Et puis évidemment, on est des hommes et des femmes du chiffre, donc on a besoin, on va vous demander des prévisionnels, on va vous demander un prévisionnel d'investissement, un prévisionnel de remboursement. Et ça, il y a des bons tableurs, il y a des bons sites aussi, hein, je suis entrepreneur, il y a des sites en ligne qui fonctionnent là-dessus, qui vous mettent à disposition tout ça. Et ça va vous intéresser sur l'exercice de prévision. C'est-à-dire combien je vais faire de chiffre d'affaires, combien il faut que je fasse de chiffre d'affaires, quel est mon point mort, donc comment je couvre mes charges, quelle est ma zone de fragilité, est-ce que j'ai une périodicité de remboursement, est-ce que je vais générer de la trésorerie. Donc c'est toutes ces questions-là que vous allez faire et sur lesquelles vous allez vous exercer sur l'exercice du prévisionnel. Donc si vous pouvez vous faire accompagner par un comptable, c'est mieux. Je sais qu'au début, c'est un bon tableur Excel en fait. Hein. La base, c'est ça. Bien maîtriser ça, bien faire vos simulations. Faites différents cas de figure. Vous savez, il y a plusieurs éléments sur un prévisionnel. Hein. Il y a un prévisionnel moyen, plus bas, plus haut. Vous challengez vous-même et vous êtes en capacité d'expliquer. Donc ça, c'est des points très importants et c'est, je dirais, essentiel. Et c'est là où on va voir si on va y aller ou pas. Donc, au-delà des chiffres, c'est qu'est-ce que vous portez, comment vous l'expliquez, quelle est votre vision, quel est votre plan de développement. Et ensuite, progressivement, on va vous accompagner. Alors, on ne va pas vous mettre 1 million sur la table tout de suite, hein, mais ça va le faire progressivement. Et puis après, il y a des accélérateurs, il y a des paliers à passer, et ça peut aller plus vite. Donc, soyez pas inquiets, mais il y a une préparation nécessaire avant et il y a une documentation évidemment à fournir vis-à-vis du banquier. Voilà les points essentiels. Et puis pour le village, comme je vous disais, nous le village c'est un cluster de start-up, c'est une structure d'intégration et d'accélération des start-up, mais ça leur permet aussi de se positionner dans leur développement et de les sécuriser parce qu'on ne veut pas perdre toute l'énergie qui est développée, tout le savoir-faire au service du territoire et de pouvoir les faire grandir progressivement et pas faire d'erreurs surtout. Parce que quand vous êtes une start-up, quand vous créez une société, la difficulté c'est que quand vous faites des erreurs, elles coûtent cher. Et comme vous n'avez pas de trésorerie, comme vous n'avez pas d'argent, ça peut vous entraîner très rapidement dans le voie de l'échec, même si c'est important d'avoir des échecs, on en parlait ce matin parce que ça permet de rebondir, le moins vous en avez, le mieux vous vous portez quand même parce que l'entrepreneur, c'est lui qui va faire des nuits blanches, c'est lui qui va se poser des questions, qui va interroger sa famille et tout. Donc, évidemment, pour préparer tout ça, il faut se faire entourer. Il faut se faire challenger, il faut se faire entourer, il ne faut pas être tout seul. Et c'est essentiel de prendre des bons contacts, d'avoir les bons liens, de bien comparer ce que l'on peut faire, de bien le faire analyser, de bien le faire comparer avant de se lancer. Et puis, on est dans la vie économique, hein, c'est-à-dire que, évidemment, vous avez des concurrents, hein, tout le monde ne va pas vous aimer. Hein.
quand vous allez vous installer, vous allez gêner du monde, faut le savoir, hein, c'est la vie qui est comme ça au niveau économique. Donc il va falloir que vous fassiez votre place. Donc comment je vais faire ma place? Où est-ce que je vais trouver ma place? Comment je vais me développer suffisamment vite pour prendre de l'avance et pouvoir ensuite croître? Donc il faut avoir conscience de ça aussi. On n'est pas dans la vie des bisounours. Hein. En face de vous, vous avez du monde, vous allez gêner du monde, mais vous avez votre place à prendre. Donc comment je m'organise, comment je structure tout ça, comment je trouve ma place, c'est des points super importants. Et comment je me sécurise et je me conforte pour pouvoir grandir et passer aux étapes d'après. Donc quelques éléments de réflexion que je voulais vous livrer, et qui, voilà, si ça peut vous éclairer. Et n'hésitez pas à challenger votre banquier aussi. Il ne faut pas hésiter. Et allez le chercher en termes de réponse. Quels sont les éléments dont vous avez besoin? Sous quel délai vous avez une réponse? Est-ce que mon dossier est complet? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous allez m'accompagner? Est-ce que ça vous convient? Et quel est votre avis? Quel est votre premier avis? Même si le banquier n'est peut-être pas décisionnaire, mais vous, là, celui qui est en face de moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez m'accompagner? C'est super important. S'il manque des pièces, il faut les fournir. S'il vous dit non, bah, vous passez à quelqu'un d'autre. Il y a d'autres banquiers, ils ne sont pas tout seuls. Mais ça permet aussi de réfléchir. C'est-à-dire, si le banquier vous dit non, posez-vous la question aussi pourquoi il vous a dit non et qu'est-ce qu'il faut que vous retravaillez pour pouvoir avoir la bonne réponse ensuite et le oui qui va permettre de porter à bien votre projet. Voilà, Kenny. On peut la poser. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Ah, ça remonte. Ah, ok. Au revoir, messieurs, dames. À demain, demain 9h. Ok. J'aimerais bien rebondir sur ce qui vient d'être dit, pour aussi faire un petit peu pour challenger justement le banquier. Il est réel il est évident, on fait deux métiers assez différents en termes de phase dans laquelle on investit, où on met de l'argent. Vous l'avez compris, le banquier va un peu plus tard. Et j'ai envie de dire, c'est tant mieux, pour lui et pour vous aussi. Nous, en termes de venture capital, d'une certaine manière, alors, il faut bien prendre avec pincettes tout ce que je vais dire, mais on est là aussi pour financer des erreurs. Okay? Au tout début de la vie d'une entreprise, on sait que vous allez faire des erreurs. C'est essentiel. Le marché, il n'est pas toujours connu, les clients ne sont pas toujours connus, etc. Mais ce qui est très important, c'est votre capacité justement à embrasser ces erreurs pour vous améliorer, okay, à très court terme. Et c'est pour ça que je disais que l'équipe, c'est très important. Okay, parce qu'une bonne équipe va justement être capable de tester rapidement les choses, okay, de pouvoir s'ajuster et de passer à l'étape supérieure. Okay. Ça, on ne peut pas le faire avec l'argent d'un banquier. Okay. C'est pas son rôle. C'est vraiment pas son rôle. C'est notre rôle à nous. Et c'est pour ça qu'on est des partenaires et qu'on prend de l'argent. Enfin, on prend du capital de vos sociétés. Donc c'est vraiment important et essentiel cette notion de dire qu'il y a de la place pour faire des erreurs. Okay. En revanche, on ne peut jamais faire deux fois la même. En tout cas, voilà, on va essayer de ne pas faire deux fois la même. Mais on est là aussi pour ça. Et je pense que c'est un message que je vais absolument faire passer parce qu'on a besoin d'être ensemble au tout début de la vie de vos entreprises et c'est essentiel. Et alors oui, dernière petite chose aussi, une grande partie de nos métiers, malheureusement, c'est aussi ça. C'est que la majeure partie du temps, on dit non à des entrepreneurs. Okay, faut savoir que 9 fois sur 10, on dit non. Okay, et c'est pas parce que votre projet n'est pas bon, c'est juste qu'il y en a un autre où on y croit plus. Okay, donc il faut surtout jamais le prendre personnellement. Il faut aller voir un maximum d'investisseurs possibles qui sont en adéquation avec ce que vous pensez, avec votre entreprise, avec votre type de projet, avec l'engagement que vous avez. Mais c'est essentiel. Donc vraiment, encore une fois, ne le prenez jamais personnellement quand on vous dit non, tant qu'on le fait avec la bienveillance qui fait. Voilà, on fait 2 interventions et après il y a 2 questions. Ok. Ouais. Je vais prendre le relais de ce que tu viens de dire et puis c'est en rebond aussi sur l'intervention du Crédit Agricole. On a financé chez Tudigo 54 entreprises en 2022. On a eu 5000 contacts avec des dirigeants d'entreprise. Que ce soit du contact en entrant sur notre plateforme, contact que des business développeurs sont allés chercher avec des porteurs de projets ou contact avec des prescripteurs qui nous ont orienté des porteurs de projets. Donc on a financé 1% des entreprises qui nous ont sollicité. Donc c'est peu. Donc il y a eu beaucoup de non.
C'est pas parce qu'il y a eu un non une fois qu'on ne refinancera pas l'entreprise ou qu'on ne regardera pas le dossier à un autre moment. Et il faut savoir pourquoi on dit non quand on est porteur de projet. Il faut entendre les arguments en fait qui sont avancés. Ça c'est le premier point, donc il ne faut pas perdre espoir parce que quand on a un bon projet, il se financera quand ce sera le bon moment. Mais je voudrais rebondir sur une notion qui a été abordée sur le prévisionnel. Le prévisionnel, on sait de toute manière que quel que soit le prévisionnel qui est présenté à un investisseur, il est faux. On sait. Il faut qu'il soit le moins faux possible. Voilà. Et moi, ce que je regarde en tant qu'investisseur dans le prévisionnel, alors évidemment, c'est le compte de résultat, super, on voit s'il y a un modèle économique, plein de choses. Mais le point sur lequel je suis très vigilant, c'est la vision trésorerie prévisionnelle. Quand on va voir un investisseur, il faut savoir que le processus de levée de fonds peut prendre un peu de temps. Chez nous, c'est relativement rapide, ça peut se gérer en 3 mois. Chez certains investisseurs, c'est 6 mois, parfois c'est 9, parfois ça peut prendre 1 an. Une des premières questions que je pose, c'est quelle est votre vision de trésorerie prévisionnelle? Combien il vous reste avec le cash burn de l'entreprise? Vous tenez combien de temps? Si on me dit, en fait, je tiens 1 mois et dans 1 mois, je suis en liquidation, je suis en cessation, je ne peux rien faire, je ne peux pas faire de miracle. Donc, je voudrais pointer le rôle du dirigeant dans ses prévisions quoi, et l'anticipation de ses besoins. Il n'est jamais trop tôt pour aller voir un investisseur. Ça peut être parfois trop tard. Pas parce que le projet est mauvais, mais parce qu'en fait, on ne peut pas faire de miracle. Voilà, c'est un simple petit roman sur ce qui a été dit. Can I just add to this? Because I think it's so important that you understand about the relationship building piece and making sure that you start having that conversation very, very early. Donc il est très important pour nous de comprendre l'importance de construire la bonne équipe et d'avoir ces conversations très tôt avec elle. And for me, this whole visit is to figure out how can I walk away with this with at least a handful of 3 good contacts. That's my one wish, that I walk away with here with 3 good conversations, that I understood 3 good storytellings from this weekend, and that I take back at least 3 conversations that I can follow up with in the future. Donc, ce qui est important pour elle, c'est de pouvoir avoir 2 moins 3 conversations avec son équipe sur les problématiques très pointues qui ont été énoncées. Comme des conversations avec les gens ici, oui, pas l'équipe. Que j'ai pu faire des connaissances des minimum 2-3 entrepreneurs ici, qui moi, ça m'intéresse tellement que je veux continuer avec vous et on continue la conversation tout à l'heure. Et là, je vois la différence entre maintenant en juin jusqu'à octobre et là, on décide qu'on va travailler ensemble. Ça, c'est mon espoir ici. And it's never too early, and it's never too early to even think that there are people, even before, in the very storytelling beginning stages, that people are interested in your idea. Donc il ne faut pas douter que parce que le projet n'est pas encore développé, qu'elle ne sera pas intéressée, elle est déjà intéressée par l'histoire, par ce qui a été fait. Donc peut-être que vous allez lui en parler aujourd'hui, que dans 3-4 mois, elle va suivre le projet, vous allez lui envoyer des informations et elle va investir peut-être plus tard. Mais dès aujourd'hui, vous pouvez lui parler de votre projet. Aliou. Ouais, et je voudrais juste revenir sur un point qui a été mentionné plusieurs fois, de apprendre à connaître son interlocuteur et les investisseurs à qui on s'adresse. Je pense que tout le monde est familier du métier de banquier et de comment ça marche, mais les gens ne savent pas en général quel est notre métier. Et c'est ce que je voudrais expliquer très rapidement. Un fonds d'investissement, c'est très simple. On a des investisseurs, que ce soit des gens fortunés, des familles, des entreprises, des institutions financières qui nous confient de l'argent que nous, on doit gérer. Donc, il y a une demande de rendement. Et nous, donc, on va pitcher, on fait le même travail que vous faites en réalité pour avoir de l'argent à investir, qu'on nous confie pour une durée de temps définie et limitée, que ce soit 5 ou 10 ans. Nous, on nous confie cet argent-là, on doit le gérer, on doit l'investir, donc on prend des parts dans des entreprises avec l'ambition et la volonté derrière de devoir retourner ce capital qui nous a été confié par nos investisseurs, mais de le retourner en plus avec un profit. Leur rendre un profit à eux, et si en plus dans la foulée on peut se payer nous aussi, c'est encore mieux, évidemment. Donc il faut comprendre que sur des fonds de 5 à 10 ans, on a des mandats qui sont définis. Grosso modo, un mandat, c'est une thèse d'investissement. On sait en amont dans quelle géographie on va investir, on sait en amont dans quel type de secteur, dans quel type d'entreprise on va investir.
Et donc, vous vous protégez de votre temps, mais aussi du nôtre, quand vous faites ce travail en amont d'apprendre à nous connaître. Et l'information aujourd'hui est disponible, nous tous, que ce soit sur nos sites internet, sur YouTube, des conférences qu'on a faites, etc. On parle tous de nos stratégies d'investissement. Et même, tout simplement, on a tous sur notre site internet une page portefeuille, portfolio, où vous voyez en fait la liste des entreprises qu'on a financées. Si vous voyez à 99% du temps, si on n'a pas financé des projets qui ressemblent de près ou de loin à ce que vous essayez de faire, protégez votre temps, ne vous fatiguez même pas à venir nous parler parce qu'au final, ça sera du temps perdu. Ça, c'est le premier point, pour comprendre ce qu'on fait. Le deuxième point que je voudrais mentionner, c'est la préparation. Et c'est un peu l'antithèse de ce que je viens de dire sur connaître vos investisseurs. On respecte, nous en tout cas chez Lofting, mais c'est aussi le cas autour de cette table, on respecte les entrepreneurs qui travaillent et qui ont fait le travail en amont. Quand il y a des projets suffisamment solides, suffisamment documentés, suffisamment travaillés, qui ne correspondent pas à notre thèse d'investissement, premièrement, on est probablement tous des business angels. On est tous prêts à investir de notre argent personnel quand il y a un projet suffisamment séduisant et construit, quand il y a un entrepreneur suffisamment construit et sérieux pour nous convaincre. Et au-delà de ça, c'est un très petit milieu, on en parlait tout à l'heure, on se connaît tous, on saura vers qui vous dirigez, vers qui vous recommandez, mais ça, on peut le faire que si vous avez fait le travail en amont. Donc effectivement, c'est jamais trop tôt pour venir parler à un investisseur. En fait, si un peu, il faut avoir fait son travail initial de recherche, de constitution de la documentation, qui va vous permettre ensuite d'avancer. Julien? Voilà. Oui, j'avais une petite question. C'était par rapport à la grille d'analyse dont vous avez parlé au début. Vous avez parlé d'un marché large. Et je voulais savoir à quoi ça correspond. Ok. C'est la très bonne question. Je réponds de façon très claire et très simple. Ce qu'on définit comme marché large, chez nous en tout cas, c'est une taille de marché qui approche le milliard. Okay, c'est une taille de marché qui approche le milliard. Alors qu'on soit, si vous êtes un petit peu en dessous, fondamentalement, le marché, il ne s'arrête pas de façon nette. Donc c'est un petit peu en dessous, c'est pas très grave, mais c'est cet ordre de grandeur-là que l'on recherche. Voilà, je peux répondre de façon assez simple. Donc il y avait lui devant. Voilà. Je parlais en euros, bien sûr, au cas où. Oui, on a le temps. Tout le monde posant sa question, on a le temps, tranquille. Vas-y. Bonjour Julien. Je vais rebondir sur ce que Fabrice disait il y a 2 questions auparavant. Par rapport au fait que tu disais que le fait d'être insulaire nous pousse forcément à aller sur des marchés internationaux pour le coup, donc on est 2 milliards. Et oui, le fait que les VC et les entrepreneurs ont tous les deux intérêt à ce que le projet marche. Du coup, ma question c'est comment les VC aident des entrepreneurs à mûrir. Si on reprend l'exemple d'un entrepreneur local qui a fait son MVP, son POC sur le marché local et qui veut passer sur un marché international, les codes changent, c'est pas les mêmes règles, on visionne notre marché simplement. À ce moment-là, comment un VC peut aider une équipe, un projet à mûrir pour attaquer ce nouveau marché? Je vais commencer à répondre, mais je pense que chacune des personnes ici pourra rajouter des choses parce que c'est un sujet tellement central et important qu'un seul cerveau ne suffira pas pour répondre à cette question. La façon dont un VC peut vous aider, déjà, Vera l'a mentionné tout à l'heure, c'est essentiel, c'est dans la construction de la relation en amont. Okay. Donc nous, en général, on prend du temps à discuter avec les entrepreneurs parce qu'entre le moment où on reçoit un dossier et le moment où on investit, on aime bien qu'il se passe au moins 4-5 mois. Okay. Donc c'est les moments où on apprend à se connaître, les moments où on donne un feedback, en général bienveillant parce que c'est important, on donne un feedback à partir du moment où vous avez quand même fait le boulot en amont. Donc de connaître votre marché, de savoir comment l'adresser, d'avoir un peu réfléchi. J'aimerais bien faire une petite parenthèse d'ailleurs sur le business plan. Fondamentalement, le business plan,
pour vous dire la vérité, on s'en fout. Okay, en réalité, ce qui est important dans le business plan, c'est la construction de celui-ci. Okay, c'est les bases qui vous permettent d'arriver à un chiffre. Le chiffre, en absolu, il n'y a aucun intérêt. Il n'a aucun intérêt parce qu'on sait qu'il n'est pas bon de toute façon. Mais en revanche, la façon dont vous arrivez à ce chiffre-là, pour nous, c'est fondamental. Et c'est là-dessus qu'on va baser notre réflexion, notre volonté de vous accompagner. Petite parenthèse terminée. Donc, sur la façon dont on vous accompagne, c'est pour donner ces codes plus tard. Ça reste juste des codes. Hein. Donc, il ne faut surtout pas dénaturer un entrepreneur, il faut juste l'aiguiller. Nous, on essaie de le faire à notre échelle. Chacun a ses spécificités. Même nous, au sein de notre équipe, il y en a qui sont très bons sur certains sujets. Nous, on a certaines verticales ou certaines horizontales. Et on essaye, et c'est très important pour vous d'essayer de les comprendre en amont pour savoir ce qu'on peut vous apporter. Potentiellement, même si Vera et moi, on a des thèses très similaires, pour certaines boîtes, il vaudra mieux aller plutôt vers Vera en lead, plutôt que vers nous, tout simplement parce qu'en interne, il y a des compétences qu'elles auront plus que nous. Donc voilà, première partie de réponse, et peut-être je laisse la parole aux autres pour la suite. It's always important, I think, for me to figure out how can I help this person raise their next round of funding. This is absolutely essential. Ce qui est important pour elle aussi, c'est de savoir comment elle peut aider l'entrepreneur à passer au niveau supérieur dans les investissements. Donc, qu'est-ce qu'elle peut lui apporter concrètement? And so that, again, depends on if it's at a business angel level, when you're just starting out, when I've just given you this first round of what we've been talking about is love money. Donc, elle, c'est vraiment quand elle se positionne en tant que business angel, quand elle vous donne cette première tournée d'argent avant les premières levées de fonds. Or this pre-seed level, as you're starting to raise, and then I can figure out who in my network that I also believe can be helpful to also write that check to fill out that round size. Et donc, elle se renseigne aussi par rapport à son réseau avec qui elle peut vous connecter pour que cette personne puisse vous signer le chèque qui va vous aider à passer au niveau supérieur. And then, of course, it's everything that you need, right? It's a marriage, we like to say, but this is a relationship that the investor has with you. Donc, pour elle, c'est comme un mariage. C'est une relation que l'investisseur a avec vous. And anytime my companies enter my portfolio, we do initial question to see what areas I can help you with. What do you need the most help with? Et à chaque fois qu'une entreprise rentre dans son portefeuille, la première question qu'elle pose, c'est où est-ce que je peux t'aider? Dans quel What do you need? Do you need hiring with an engineer? Do you need help with distribution? How can I use my réseau to t'aider avec ton entreprise en fait? Donc comment elle peut vous aider avec son réseau pour développer votre entreprise? Est-ce que vous avez besoin d'un ingénieur? Est-ce que vous avez besoin d'un distributeur? Donc quoi elle peut être concrète dans l'aide et le développement de votre entreprise? And it's ongoing. Last thing is it's an ongoing relationship that we have with you. It's not just writing a check. It's a long-term relationship, and we believe that we'll accompany you from that very beginning until you exit in 5, 7, 10 years. Et donc, c'est vraiment une relation de longue durée qui débute et qui peut durer 5-10 ans. Et elle veut voir comment elle peut vous aider du début à la fin. Alors, je vais essayer de répondre avec les spécificités d'une plateforme de financement participatif qui est investisseur, mais qui est un peu plus qu'un investisseur. C'est-à-dire que nous, quand on finance une entreprise, évidemment, on apporte du cash à l'entreprise, et c'est ce qu'elle vient chercher chez nous, mais elle trouve autre chose. Elle trouve quoi? Elle trouve une communauté d'investisseurs, parce que nous, notre métier en tant que plateforme, c'est d'organiser la rencontre entre des dirigeants d'entreprise qui cherchent à lever et une communauté d'investisseurs dont on dispose. Et ce sont eux, ces personnes, qui vont financer in fine les entreprises. Je vais prendre quelques hypothèses. On finance des entreprises, nous, sur des tickets. Le plus petit ticket, c'est 200 000 € jusqu'à quelques millions d'euros. Et un investisseur sur notre plateforme peut financer une entreprise à partir de 1 000 €. Donc si je prends une hypothèse toute bête, on va dire une boîte vient nous chercher pour lever 1 million. Si tous les investisseurs ne mettent que 1 000 €, ça représente un nombre considérable d'investisseurs. Alors nous, on a envie de simplifier la vie des dirigeants d'entreprise. On la simplifie comment, cette vie? C'est qu'on regroupe tous ces investisseurs dans une holding d'investissement, et c'est cette holding d'investissement qui rentre au capital de la société Planfinance. Donc la société financée n'accueille qu'un seul nouvel actionnaire. Mais pour autant, le dirigeant d'entreprise qui est venu se financer chez nous a de l'argent, mais il a 1000 personnes qui vont être intéressées au bon développement de l'entreprise financée. Potentiellement, ils deviennent des clients si c'est un produit en B2C, ok, mais ils deviennent les meilleurs ambassadeurs, les meilleurs commerciaux, les meilleurs ambassadeurs de l'entreprise.
en parlant, en organisant des connexions avec des distributeurs, avec je ne sais pas quoi. Et donc ça fait grandir l'entreprise, ça peut provoquer des augmentations de CA, la rentabilité, donc la prise de valeur de cette entreprise. Au-delà de ça, la mécanique, c'est que dans cette holding d'investissement intermédiaire, on lance, nous, Tudigo, un appel à candidature pour élire le président, parce que c'est une société qui a un président, et donc le président de cette société est élu par le collège des investisseurs, et il est élu en fonction de sa capacité à devenir le bon interlocuteur du dirigeant de la société financière, et le bon interlocuteur en fonction, là encore, de ce que le dirigeant attend. Est-ce qu'il attend un appui sur des questions juridiques? Est-ce qu'il attend un appui sur des questions d'internationalisation? Et la personne qui est choisie parmi le collège des investisseurs, c'est celui qui est le plus légitime, qui a le plus de compétences pour accompagner la croissance de l'entreprise. Donc c'est une des vertus du participatif, c'est ok, j'ai du cash, mais j'ai un réseau et j'accompagne la croissance de l'entreprise. Une autre question, Madame Devant. Bonjour, je suis désolée, un autre atelier nous a fait manquer le début, c'est très dommage. Retour sur investissement, j'entends beaucoup parler de chiffres, la nécessité de chiffres, mais quid des valeurs qui seraient en fait non chiffrées dans un début? Je m'explique, je suis dans le domaine de l'art, bêtement artiste et donc complètement perdu dans votre monde financier. Par contre, j'ai quand même investi 15 ans de bénévolat dans une structure associative sur laquelle aujourd'hui je veux capitaliser, c'est-à-dire faire en sorte que tous ces artistes qui étaient réunis, qui sont toujours réunis d'ailleurs, qui aujourd'hui d'ailleurs se trouvent sur l'international, dans les grandes biennales, puissent avoir l'outil normalement que n'importe quelle structure, enfin une région devrait avoir, c'est-à-dire une galerie d'art commercial international. Donc ça, nous fonctionnons sur l'international, il n'y a aucun problème. I can speak English with no problem at all. Mais par contre, faire valoir dans le projet de la construction d'une galerie, je fais partie d'ailleurs de ce, ça a été dit dans ce rendez-vous, je fais partie de ceux qui mettent, je mets ma maison en vente pour construire mon projet. Donc le risque, je le prends. Et je me pose la question de est-ce que les investisseurs comprennent également que parfois le retour, je ne peux pas dire dans 6 mois qu'on en attend, je peux juste dire que par contre, la structure associative que j'ai montée a permis de faire en sorte que le réseau des artistes et structures, faire en sorte que les réseaux institutionnels comprennent l'importance de l'art contemporain ici sur ce territoire et de faire en sorte également que, enfin, dans tous les outils de patrimoine, de défiscalisation qu'on nous propose, les œuvres d'art commencent enfin à rentrer en ligne de compte. Donc tout ça, ça a pris, je vous le dis, je suis revenu au pays en 2008, c'est que maintenant qu'on en parle. Donc est-ce que ce retour, parce que pour moi c'est très clair qu'on va vers ça, et surtout dans la Caraïbe, avoir un outil au sein de la Caraïbe est très important. On est regardé de partout dans le monde, j'ai même des demandes depuis l'Ukraine, mais par contre on n'a pas l'outil nécessaire et c'est difficile de convaincre des investisseurs de dire que oui, dans 6 mois, on pourra faire tant en tant que galerie, chiffre commercial. Donc, est-ce qu'il y a comme ça cette part symbolique de retour sur investissement qui est prise en compte? Alors, je prends la parole au début pour cette question-là, juste parce que je pense qu'il y a une de mes interventions dans tout début où vous n'étiez pas là, et c'est pas grave, ça va me permettre de la répéter. Ce qui est important, c'est d'abord, lorsqu'on est sur un projet engagé, c'est le thème d'aujourd'hui, savoir si on est sur un projet engagé qui a vocation à faire du profit, ou qui a vocation à ne pas en faire. Et c'est pas très grave s'il n'en fait pas, mais c'est juste un autre type de projet. Donc après, la question de comment on valorise à partir du moment... Alors je ne sais pas dans quel cas de figure vous êtes pour l'instant. Là, l'étape suivante, c'est de faire du profit. On a fait 15 ans de bénévolat, donc on veut retour sur investissement là pour le coup. Ok, donc voilà. Galerie commerciale, j'ai bien dit, internationale. Ok, donc l'idée c'est que vous voulez faire du profit. Donc à partir du moment où un projet engagé a vocation à faire du profit et être rentable, nous on veut pas. Pour nous, il y a aucun. Je pense qu'il n'y a aucun investissement en capital qui veut dire qu'il veut retrouver son capital après 6 mois. Sinon, c'est pas un investissement en capital, tout simplement. Donc nous, c'est quand même sur des temps assez longs, qui sont au minimum, alors j'ai pas envie de dire, mais bon, entre 4 et 10 ans. Donc évidemment, nous, on est sur du temps long.
sincèrement, le temps court, c'est quelque chose qui va absolument pas avec notre métier. Donc, c'est vraiment fondamental de juste vous poser la question de savoir profit, non profit. À partir du moment où on est en profit, ben, c'est n'importe quel type d'investisseur va investir parce qu'il cherche le profit. Après, il y a des niveaux de profit qui sont différents en fonction du projet, etc. Mais donc voilà. Donc, on prend en compte de ça. Alors, il y a certaines choses qui sont difficilement valorisables juste parce qu'on n'a pas les bons outils. Okay. Donc, pour tout ce qui est création de valeur, qui est plus sociale, de la création de valeur sociale, etc., on n'a pas, en tout cas chez nous, on n'est pas les mieux équipés pour pouvoir la mesurer. Okay. Et donc, dire à nos investisseurs, à nous-mêmes, en disant, bon ben, je donne un simple exemple, on a un retour sur investissement global de 10% par an, okay. Mais dans ces 10% par an, en réalité, il y a 5% qui est du retour sur investissement social. Jusqu'à présent, on a encore du mal à pouvoir, en tout cas, avoir les outils pour mesurer cela, et c'est dommage, en tout cas chez nous. Il y en a peut-être d'autres qui l'ont, et c'est une bonne chose. Mais donc voilà, donc c'est juste ce point-là qui fait encore défaut, mais on y travaille. Question? Oui, bonsoir à tous. Merci aux organisateurs pour Boost Up Experience. Michel Macaya-Zénon, j'ai une épicerie fine créole, espace de culture qui s'appelle Lolo Pays. Je vous ai entendu souvent parler d'équipe. Si dans la forme juridique de son entreprise, on est seul, pour vous, à ce moment-là, c'est quoi l'équipe? Est-ce que c'est aussi avec les fournisseurs, les partenaires éventuels, les ouvertures que nous avons sur l'extérieur, les écoles, les administrations? Pour vous, c'est quoi l'équipe? Merci. Alors, qui avez-vous? Parce que le micro, je ne sais pas si je suis le plus qualifié. Donc, en effet, on a parlé beaucoup d'équipes. Enfin, les investisseurs ont parlé beaucoup d'équipes. Parce que tout seul, on va plus vite, hein, sur le vieux proverbe, mais ensemble, on va plus loin, et beaucoup plus loin. En plus, si vous êtes seul, si vous tombez malade, si vous découragez ou si vous décédez, il n'y a plus de projet, il n'y a plus rien. S'il y a une équipe de 5 personnes, s'il y en a un qui a un coup de mou à un moment, les autres peuvent porter et le projet continue. Donc on est très attentif à l'équipe, et par équipe, on entend, enfin en tout cas chez BPI France, on entend plutôt l'équipe de porteurs de projets. C'est-à-dire les gens qui sont impliqués, qui deviennent actionnaires de l'entreprise ou qui en tout cas ils travaillent tous les jours. C'est plutôt dans ce sens-là, enfin en tout cas chez BPI France, qu'on parle d'équipe. Enfin souvent on parle, on dit qu'on n'aime pas investir on aime moins investir dans les startups qui sont avec un seul fondateur. Okay. Alors il y a tous les éléments qui ont été évoqués là, qui sont malheureusement décès, ce genre de choses comme ça. Mais il y a une chose qui est fondamentale, c'est que on parle souvent de la solitude de l'entrepreneuriat. Okay. Donc c'est déjà suffisamment difficile d'entreprendre que si vous pouvez avoir des personnes à côté de vous qui vous portent quand vous êtes down et qui voilà, c'est une valeur tellement importante que l'on préfère investir dans des équipes que juste sur une personne. C'est juste qu'on essaie de limiter, réduire un peu notre risque. Je suis quand même dans une équipe de femmes chefs d'entreprise qui se font coacher, et nous voyons au moins 2 fois par semaine, 3 heures. Alors, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même. Alors, je sais pas comment on le dit en français, cette question, mais il y a la notion de skin in the game, donc avoir d'un. Skin in the game. Ouais, non, c'est qu'en fait, il faut que les personnes, quand on parle d'équipe, il faut que la personne soit investie avec vous et ait les mêmes intérêts et les mêmes contraintes. Parce que, alors, ça vaut ce que ça vaut, mais si vous êtes dans un groupe de personnes, mais qui, fondamentalement, n'a pas d'argent investi dans la société, son impact n'est pas le même si c'est la société. Donc, voilà. Une question là-bas? Vanessa, s'il te plaît. Pour rester sur cette thématique en fait, de l'équipe, ça nous arrive parfois de financer des entrepreneurs qui sont encore seuls entrepreneurs, on en parlait à midi en fait. Moi j'ai toujours du mal quand un entrepreneur me dit qu'il sait tout faire. Donc c'est pour ça que j'aime bien avoir une équipe.
Mais au démarrage, c'est pas simple d'avoir une équipe quand on n'a pas les moyens de la payer. Et la rencontre avec un chef d'entreprise, c'est une image d'Épinal, ça vaut ce que ça vaut, mais je dis toujours que c'est un peu la liste au Père Noël quand on va voir un investisseur. C'est que, en gros, c'est le moment où on fait ses demandes, on formule ses demandes. Il faut avoir conscience des forces, de ce qu'on a et de ce qui manque. S'il manque un associé avec des compétences qu'on n'a pas parce qu'on est dans le monde de l'innovation, donc on est bon technologique, enfin sur des aspects technologiques, techniques des projets, mais qu'on se rend bien compte qu'on ne sera pas forcément le meilleur commercial dans sa société. Si on a identifié déjà ce besoin, enfin ce manque, on sait qu'on doit se renforcer, c'est bien de l'exprimer, c'est bien de se dire, en fait, il me faudra cette compétence-là. Donc c'est pour ça qu'on investit dans des équipes ou dans des porteurs de projets qui savent qu'ils ont des besoins de renforcement d'équipe. Voilà. Vas-y. Bonjour Sylvain. Déjà merci d'être venu, c'est rare de pouvoir parler avec des investisseurs. Vous avez parlé d'apport tout à l'heure, c'est des bagages nécessaires pour venir vous parler et aussi vous montrer l'engagement qu'on a autour d'un projet. Est-ce qu'il y a une notion, enfin une possibilité de pouvoir les quantifier peut-être cet apport, peut-être par rapport à un chiffre d'affaires ou un pourcentage? Est-ce qu'il y a des délais aussi, enfin, plus pour le retour sur investissement après? Est-ce qu'il y a des délais, vous avez parlé de 5 ans, est-ce que c'était un chiffre qui comme ça ou est-ce que c'est une réalité, c'est une moyenne bien sûr, hein, ça ne va jamais être toujours précis, et même est-ce qu'il y a un pourcentage aussi recherché? Tout ça c'est des infos qui peuvent être importantes aussi pour nous, pour pouvoir bien se projeter et essayer de se dire correctement. Alors, ça va être difficile de répondre à cette question en fait, parce que moi, je peux donner plein de chiffres. On finance de 200 jusqu'à quelques millions. Okay, on n'a pas parlé de la notion de valorisation, on pourrait y passer des heures aussi sur la valorisation. C'est très dépendant de plein de facteurs. Du secteur d'activité, de la maturité de l'entreprise, est-ce qu'il faut faire du chiffre d'affaires ou pas de chiffre d'affaires? Moi je finance des entreprises qui font du chiffre d'affaires, beaucoup de chiffre d'affaires, je finance des entreprises qui en font peu, on parlait de traction, mais qui ont démontré en fait qu'elles étaient pas loin du marché ou qu'elles étaient quasiment sur le marché avec une activité commerciale qui est en train de s'établir. Donc il n'y a pas un schéma en fait. Par contre, le délai, la clause de rendez-vous, 5-7 ans, ça c'est assez commun. Et c'est lié aux spécificités de notre métier, où en gros on doit rendre des comptes aussi à des actions, enfin des LPs, enfin les gens qui financent notre fonds et à qui on doit rendre de l'argent. Et pourquoi 5-7 ans? Pour plein de raisons, parce que généralement en dessous de 5 ans il y a des enjeux fiscaux qui peuvent tomber, après plus de 7 ans parce qu'il y a des fonds qui sont dans leur statut, qui doivent rendre l'argent. Mais quel est le montant de chiffre d'affaires? Je ne peux pas répondre. Quelle est la valo? Je ne peux pas répondre. C'est très spécifique et c'est pour ça que c'est pas mal ce que vous pointiez. Il y a des investisseurs qui sont là, c'est l'occasion d'aller présenter peut-être plus le détail d'un projet pour pas rester dans des éléments qui sont théoriques et qui n'ont pas vraiment de valeur et pour rentrer dans la spécificité de chacun des projets. Si je peux juste ajouter sur il y a un point sur le taux de rentabilité, de rendement qui est attendu. Il faut comprendre que nous, on ne se place pas dans une logique de dette, donc de prêt avec des intérêts qui tombent de manière périodique. C'est de l'investissement capital, donc on vient en tant que partenaire finalement au capital de l'entreprise, en actionnariat, et la manière dont on crée du rendement pour nous, c'est au moment où à la fin du mariage, on va revendre nos actions à X ou Y. Donc le taux de rendement n'est pas apprécié de la même manière qu'un banquier va le faire. Après, s'il y a besoin d'un chiffre, en fonction dans l'industrie, les moyennes qui sont vendues sont entre 15 et 25% en fonction des géographies et autres. Au global, il y a très peu d'investisseurs qui arrivent réellement à faire 15%. Il y a des exceptions qui font beaucoup plus. Question au fond, pardon. Oui. Bonjour. Rapproche le micro. Bonjour. Ce n'est pas véritablement une question, on m'a juste dit lance-toi. Lance-toi alors. J'ai travaillé, alors pourquoi lance-toi? Parce qu'elle a évoqué Uber. J'ai travaillé avec Uber à Paris. J'ai été chauffeur VTC à Paris. De nuit de préférence.
et les femmes appréciaient rentrer avec moi le soir parce que j'étais une femme chauffeur, ce qui se fait de façon très rare à Paris. Et puis je suis rentrée en Guadeloupe il y a tout juste 6 mois avec pour développer la mobilité en Guadeloupe, et je pense que ici tout le monde ne pourront faire que confirmer. Et mon point de diversification est que, particulièrement pour les personnes en situation de handicap, nous sommes 1 milliard, vous qui parliez tout à l'heure de marché de personnes en situation de handicap dans le monde, et ça n'ira pas en s'arrangeant puisque la population est vieillissante. En France, nous sommes 12 millions de personnes en situation de handicap, et particulièrement en Guadeloupe, nous sommes 53 000 personnes en situation de handicap, ce qui représente 13% de la population sur les 390 000 habitants que nous sommes. Aussi, ma spécialisation se portera sur la filière handi-touristique. Chaque année, en Guadeloupe, hors Covid, nous accueillons 1 million de personnes, de touristes, en Guadeloupe. Mais nous avons un gros handicap, c'est que nous ne disposons pas de structures handi-touristiques adaptées. En ce qui me concerne, j'ai déjà commencé à travailler sur mon projet, sensibiliser les partenaires locaux sur la question. Ma volonté est d'aller décrocher le label Tourisme et Handicap auprès du ministère, et j'ai personnellement pitché mon projet auprès de Clément Beaune, qui est le ministre délégué chargé au transport, et qui m'y a expressément encouragé. Donc voilà, je me suis lancée. On peut l'applaudir tous ceux et tous. Nous arrivons à la fin de cette journée. S'il y a d'autres questions, on passe sur la dernière question. Ah, il y a une avant-dernière. Bonjour, merci beaucoup. Axel Loupeda, j'avais une question justement concernant la valorisation, parce qu'on a abordé le sujet, mais c'est toujours très flou, dans le sens où on peut se baser sur le chiffre d'affaires, ou est-ce que c'est de la prospective, et on retrouve tout type de valorisation aujourd'hui. Donc, comment bien évaluer son entreprise aujourd'hui? Alors, il y a autant de valorisation de boîtes que de personnes qui vont faire l'évaluation de la boîte en question. Il y a souvent, en tant qu'investisseur, et c'est une méthode que je ne peux pas accepter, des porteurs de projets qui me disent la valorisation de ma boîte, je l'ai faite par la règle de 3, en gros je cherche à lever tant, j'ai pas envie de donner plus de temps de mon capital, donc la valo elle est de temps. C'est un peu léger. Donc c'est un vrai sujet, il y a plein de méthodes qui existent. N'en retenir qu'une pour donner la valeur de sa boîte, ça n'a pas beaucoup de sens, c'est généralement multiméthode, ça donne une indication, et in fine, ça revient un peu à de la négociation, parce que j'ai l'impression que quand on est investisseur et qu'on a envie de faire le deal, pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées, parce qu'il y a un marché, parce que machin, parce qu'il y a une équipe, parce qu'il y a une bulle, parce qu'on a envie de faire, on arrive à trouver, ou alors si on n'arrive pas à trouver, effectivement, c'est le deal breaker, quoi. Donc, au début d'une discussion avec un porteur de projet, moi, je demande quelle est la valo, je le prends comme une information, et ensuite, j'avance, quoi, et j'y reviens à la fin, mais une fois qu'on a tout levé, parce que quand on a tout levé, qu'on a envie de faire, en fait, c'est plus vraiment un sujet. Je suis assez d'accord sur le fait que la valo est rarement un sujet bloquant quand on a envie de faire le deal. Mais je dis bien qu'on a envie de faire le deal. Et en effet, il y a plein de façons de valoriser une boîte, etc. Mais force est de constater que, de façon générale, alors, que ce soit un hasard ou pas, à chaque tour de financement, un entrepreneur cède entre 15 et 30% de sa boîte. On se retrouve toujours dans ces ordres de grandeur-là. Donc ce qu'on cède à l'investisseur, c'est en moyenne très souvent dans cet ordre de grandeur-là. Il y a toujours des exceptions. Okay. Et on fait un métier d'exception. En tout cas, on cherche toujours à trouver la boîte qui sera exceptionnelle. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, en général, c'est plus ou moins ça lors de chaque tour de financement. Et puis, bon, ça dépend aussi du secteur dans lequel vous êtes, la typologie du secteur. Donc vraiment, le secteur, c'est important. Il ne faut pas non plus se baser sur ce qu'on entend toujours dans la presse, okay, parce que ça, c'est... comment dire, ça reste des exceptions, souvent. Okay. On ne sait pas toujours de quoi on parle.
Lorsqu'on parle de financement, est-ce qu'on parle de l'equity, donc des fonds propres? Est-ce qu'on parle de la dette? Souvent, quand on parle de levée, on mixe la dette et les fonds propres. Et parfois, on rajoute un tour de financement précédent. Donc, sincèrement, il y a une discussion avec le VC là-dessus, de façon très ouverte. On ne cherchera pas à vous piéger là-dessus, parce que fondamentalement, notre business model fait que, ok, le prix d'entrée est important, mais pour nous, et je crois qu'on n'a peut-être pas évoqué ici, mais je pense que c'est plus ou moins pareil pour tout le monde, on va rarement investir dans des sociétés où on ne pense pas faire au minimum x10. Okay. Pour la simple et bonne raison, c'est pas parce qu'on est juste complètement fou et qu'on est très greedy, okay. C'est juste que notre business model, qui est un business model où on prend énormément de risques, fait qu'on a assez souvent tort. Okay. Donc les quelques fois où on a raison, il faut qu'on ait raison très fort. Donc malheureusement c'est ça. Si j'avais trouvé la baguette magique pour faire en sorte que au minimum dans 80% des cas j'ai raison, ben, on chercherait peut-être à faire moins que x10. Mais malheureusement jusqu'à présent, dans la majeure partie des cas, on se trompe. Alors on se trompe, c'est pas que nous, hein, c'est pas que notre analyse, c'est pas le bon timing, c'est pas le bon marché, on prévoit pas le Covid, enfin, ce genre de choses-là. Donc voilà, donc ayez juste en tête que si vous présentez un projet qui ne présente pas une très grande ambition, okay, on aura du mal à y aller, juste à cause de notre business model, mais c'est parce qu'on est des VC. Il y a d'autres types d'acteurs qui peuvent financer des projets qui ne sont pas des VC, et c'est très bien. Voilà. I'm just going to say one thing is that you also have to be able to raise money the next round. You have to be able to raise money the next round. Le point que je veux souligner, c'est que vous devez aussi être capable de lever de l'argent lors de la prochaine tournée, lors de la prochaine levée. And valuation has to go up. Et bien évidemment, la variation va aller vers le haut. And if you start deciding that your company today is 5 million, and then the next round you have to raise 25 million, you have to be able to justify that jump in valuation. Et si aujourd'hui vous dites que votre société vaut 5 millions et que la prochaine levée de fonds sera sur 25 millions, il faut pouvoir justifier ce saut, il faut pouvoir justifier cette plus-value. At the earliest stages, these are numbers that they don't really even make a lot of sense, I think, for most of us, particularly at the business angel round and the pre-seed round. We don't really get caught up in these valuation numbers. It doesn't mean anything because you got to survive to that next level to even raise funding at this higher valuation. Et donc au début, parler de telles sommes de valorisation, ça n'a pas de sens pour eux. En tout cas pour les business angels, c'est pas ce moment qu'ils vont rentrer dans l'entreprise parce que les levées de fonds prochaines doivent pouvoir être justifiées. The 50 deals I've done or so, I think I've only had one where we didn't agree on the valuation and we didn't do the deal. Et sur une quinzaine de deals qu'elle a fait, il y a juste eu une seule fois où ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la valorisation de l'entreprise et donc le deal n'a pas été fait. And they never raised money. Et ces personnes-là, qu'elles n'ont jamais levé de fonds par la suite. They were too greedy and they thought the valuation was one thing. We thought it was something else. We couldn't agree. We didn't believe it. And eventually they just weren't able to convince anyone that what they thought the valuation was in fact true. Et donc, étant donné que ces personnes avaient été trop avares, ils n'ont jamais trouvé d'autres personnes pour investir. Et malgré tout ce qu'ils ont dit, après elles, personne n'est passé derrière pour leur donner la somme qu'ils souhaitaient. Je veux juste ajouter, je pense qu'il y a un consensus autour du sujet de la valorisation qui, honnêtement, tant que la valorisation n'est pas totalement déconnante, je ne sais pas ce qui va nous empêcher de faire le deal. Il y a un instrument financier et légal qui existe, qui est le BSAR, qui permet en fait de ne pas avoir la discussion de valorisation, où en fait on se met d'accord sur... C'est quoi BSAR? Au final, c'est un contrat qui va vous lier avec votre investisseur. En général, on se met d'accord sur 3 éléments: un floor, un cap et un discount. Donc le floor, c'est tout simplement, vous allez dire, ok, moi je sais que ma boîte, elle vaut au moins ça. Le cap, c'est, elle vaut peut-être ça, mais peut-être qu'elle vaut pas ça au final. Et il y a un discount qui peut être proposé à l'investisseur.
Et en fait, le BSAR, il se convertit dans un tour de table futur en capital. Et c'est, en fait, vous repoussez la discussion de la valorisation au moment où votre entreprise sera plus mature, au moment où votre entreprise aura généré du revenu, généré du chiffre, qui là permettra d'informer une valorisation avec différentes méthodes. Et en fait, le BSAR que vous avez négocié aujourd'hui à l'instant T, qui va être converti à l'instant T+1, donc vous aurez négocié dès maintenant le floor, le cap. Si aujourd'hui vous avez négocié un floor à 4 millions d'euros et un cap à 10 millions d'euros, bah demain, au moment de la conversion se fera à ce prix-là. Si vous levez à plus de 10 millions, bah, le cap que vous aviez donné il y a 10, donc il y a 10. Si vous levez à moins, ça sera dans la fenêtre. Donc ça permet tout simplement de repousser la conversation difficile. Et donc il vaut mieux le faire en général. Dernière question, devant. Bonsoir. Déjà, merci d'être là. Je m'appelle Stéphane Destiny, cofondateur de Business au Pays. J'ai entendu que vous avez dit que vous cherchiez le dernier Uber, le prochain Uber. J'ai vu pas mal de personnes sourire. Maintenant, j'aimerais avoir clairement 3 caractéristiques qui feraient, que vous pouvez donner, qui feraient pour vous, à vos yeux, le prochain Uber. That's a very difficult question, but I think that it starts off with one, what is your storytelling? C'est une question très difficile, mais la première question qu'elle voudrait poser, c'est quelle est ton histoire? Qu'est-ce que tu vends? What are you telling me? Pas exactement ça, mais juste what's your story? Yeah, qu'est-ce que tu vends? Oui, c'est vrai. How do you captivate my interest from the very beginning with what you said? Comment tu attires mon attention depuis le début avec ce que tu me dis? Quel est l'élément qui va l'attirer? And then what's your team like? How can you do what you say you can do? You've just sold me this vision about what it is that you want to do, how you see this, and then how are you actually going to execute? What's the team behind you to actually execute on this vision? Donc tu as donné la grande image, la grande vision, mais qu'est-ce que tu veux mettre en place derrière qui va faire la différence? And what's the market? Does it make sense? Can you actually grow into be this billion-dollar business that we've all talked about today? Et de quel marché tu parles? Est-ce que tu parles du marché sur lequel il y a plus d'1 milliard à récolter ou pas? And I always want to leave a conversation after having talked to an entrepreneur. I want to be able to clear up my entire schedule to only focus on that one thing. Et quand elle a fini de parler avec un entrepreneur, ce qu'elle aime, c'est que c'est dire waouh, il m'a tellement bien parlé que je n'ai plus rien derrière. Je vais concentrer mon calendrier que sur l'idée, que sur son projet. How do I figure out what's next? I don't understand this market. This is maybe I've heard about this a little bit, but now I'm going to cancel my entire schedule to go deeper to understand what do I need to do, because there's something about this person, this market, this project, this product that I need to go fast so that I can make sure I'm attached to this idea and I can join him or her on his cap table. Et donc, qu'est-ce qu'elle peut, même si c'est un marché qu'elle ne connaît pas, se pencher dessus, tout mettre de côté pour comprendre comment accélérer et aller vite sur ce marché et s'attirer les bonnes grâces de... And there's already been a couple of people here this week, like, to be franche, because I heard something from conversations with people that they said enough, like, ça a attiré mon attention. So this is what I want. I just want someone to tell me something and it clicks and I think, damn, I need to know more right away. How can we stay in contact so I can know what they're doing and understand further? Donc c'est ça. Ça c'est la prochaine étape. Am I willing to put my capital at risk to make this large bet on this person that they can actually do what they say they can do? And that starts off with the storytelling from the very, very beginning. Dernière question, alors, Nanou. J'ai une dernière chose à dire. J'ai une dernière chose à dire. On va faire le sono, hein, monsieur, je vais le mettre dehors. Excuse-moi. J'ai une dernière chose à dire. Excuse-moi. J'ai lancé un projet qui s'appelle Inspire. Je pense que c'est le prochain Uber. On va se voir tout à l'heure. Oula, c'est bon. Il a captivé ou pas? I don't hear the story. I need to hear the story. I didn't even hear what you do. So this is what the last thing I'll say is that I think I mentioned this earlier, that it's so important to use these couple of seconds. We heard this earlier about the disability, right? It's just take this time to like tell me, and all of you should have these pitches worked out where you can pitch in 30 seconds, right? Always.
have your 30-second pitch, have your 2-minute pitch ready. But if you have my attention, which is what you do right now, take that time to tell me your story. Boom, I'm so-and-so, this is what I'm doing. And then that's what's going to happen. But if I have to then go back and search, but then I heard her tell me about disability, and she could quote the chiefs of what they're doing, or talking about the tennis shoes, or healthcare, or medicine, or any of these things here, or glass and sustainability. All of those things are things that I'm going to keep, and I'm going to remember that. But if you tell me nothing in this time that you took my attention, I'm not going to remember. I'm going to remember nothing, right? Alors c'est une question complètement profane. J'ai beaucoup appris avec ce que vous disiez, parce que c'est pas du tout un univers que je connais. Je vous entends dire depuis tout à l'heure qu'il y a grosso modo tous les domaines peuvent être financés. Et en fait, moi j'ai la sensation, et c'est peut-être seulement ce qu'on entend dans les médias, les choses comme ça, que les choses qui sont suivies, en gros, enfin les activités qui sont suivies par les fonds d'investissement sont souvent des produits. Je veux dire des choses matérielles, le biscuit, feed, des choses comme ça. Et peut-être que je ne sais pas, parce que je vois déjà secouer la tête, je pense que je ne sais pas parce que des types d'activités qui seraient soit immatérielles, soit des lieux, soit voilà, d'autres types de produits qui seraient soutenus, enfin en tout cas suivis par des fonds. En fait, moi je pense que la notion de produit ou de service, ça ne va pas être ça qui doit définir ce que l'on veut accompagner, mais plutôt la notion de scalabilité. Okay. Donc, à quel point le produit ou le service que vous souhaitez offrir à des clients peut passer à l'échelle et avec une très forte croissance. Okay. Donc, moi, j'ai aucun a priori. Et je pense que la plupart des VC, ce qui nous rallie, c'est la curiosité par rapport au sujet. Donc, moi, si on parle de sujet dont j'ai aucune idée, je suis ouvert, enfin, on sera tous ouverts. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est un sujet scalable? Est-ce qu'il peut avoir une très forte croissance? Et est-ce que c'est quelque chose dont les gens ont besoin, tout simplement? Et donc en soi, il peut avoir des produits, il peut avoir des services, je pense que toute une série de choses qu'on peut accompagner. Et encore une fois, ça dépend aussi de la typologie de l'investisseur que vous avez en face de vous. Donc chaque VC aura des spécificités. Et donc il faudra juste les regarder. Mais a priori, on est capable de tout faire. Okay, en tout cas, l'industrie est capable de tout faire. Merci. Alors, dernière question. Après, je pense que Michel va me mettre dehors. Alors, j'avais une question autour, on va dire, d'un cas pratique. On va parler des startups de Guadeloupe, parce que bon, on est en Guadeloupe. Vous avez parlé de sujets, de situations, on va dire, internationales, mais nous, on a une réalité ici, on aimerait bien lever des fonds. Quelle crédibilité vous donnez à une startup qui décide de faire son go-to-market en Guadeloupe ou en Martinique? Que le marché existe, donc on est dans votre grille d'analyse. Donc par rapport à une start-up qui se lance en Floride ou en Europe. Voilà. Quelle crédibilité? Est-ce que c'est la même crédibilité si on atteint nos chiffres, notre traction dans nos départements ou qu'on se déplace pour le faire? Alors, je réponds de manière très simple. Nous, on a financé des projets dans plus de 20 pays à travers le monde. On a fait des marchés comme le Rwanda, comme la Zambie, comme l'Ouganda. On a backé des startups technologiques dans des marchés qui ne sont pas considérés comme les... On a fait un deal au Soudan, dans des marchés qui ne sont pas considérés comme porteurs. À partir du moment où vous pouvez nous convaincre qu'il y a un marché, à partir du moment où on est également très clair que votre projet a un ancrage local, mais une ambition globale, pour atteindre les chiffres qu'on a mentionnés, il y aura, je pense en parlant à toutes les personnes autour de cette table,
pas d'a priori négatif que ce soit fait en Guadeloupe, en Floride ou ailleurs. À la fin de la journée, montrez-nous que vous avez la bonne équipe, montrez-nous que vous avez le bon projet dans le bon marché. Le bon marché d'ailleurs n'est pas forcément la Floride ou autre. Le bon marché peut être la Guadeloupe et les Antilles par exemple. Il faut juste qu'on ait ce qu'on appelle le problem solution fit, le founder solution fit et le product market fit. À partir du moment où vous êtes en capacité de démontrer ça, on peut avoir toutes les conversations du monde. Mesdames et messieurs, merci. Merci pour cette première journée. Merci à tous. Je tenais juste à dire merci à tous d'être venus en Guadeloupe. Merci pour cet échange nourri. J'espère que vous avez apprécié la conférence, j'espère que vous avez apprécié les ateliers, qu'on vous retrouve demain à 9h à la même adresse. Soyez nombreux à en parler autour de vous, à dire comment ça s'est passé, à dire comment vous êtes sentis nourris et boostés à travers. Je vous remercie, passez tous une agréable soirée et on se dit demain matin à 9h.